L'histoire commence par une nuit étoilée où l'on aperçoit un groupe d'individus encapuchonnés traversant le désert. Alors que le groupe poursuit sa route, l'une des personnes se retourne pour regarder l'enfant qu'elle a repéré et lui demande son nom. L'une des personnes se retourne pour regarder l'enfant qu'elle a repéré et lui demande son nom. Soudain, on voit un homme aux cheveux blancs et une belle femme dormir ensemble sur le lit. Leurs yeux brillent comme un rubis rouge. Dès que l'homme fait ce rêve étrange, il se réveille en sueur froide avec cette femme à ses côtés, tandis que la femme accueille cette tête endormie auprès d'elle. En la voyant, l'homme est désemparé et se demande qui est cette femme et ce qu'elle peut bien faire dans sa chambre. Il crée immédiatement une distance entre lui et elle. Mais la jeune fille semble un peu inquiète et demande si l'homme ne se souvient vraiment pas de ce qui s'est passé, alors que cela s'est passé il y a quelques heures à peine. Soudain, dès que la fille dit cela, l'homme commence à se souvenir de ce qui s'est passé. On s'aperçoit que cet homme est en fait une star de cinéma qui est venue assister à son mariage. Sa séance de cinéma. C'est là qu'il a aperçu cette fille toute de noir vêtue. Bien qu'il se souvienne de l'avoir suivie, il ne se souvient pas de la raison. Pensant que cette fille a dû lui faire quelque chose, il demande avec colère ce qui s'est vraiment passé. Mais la fille semble indifférente, heureuse même. Avec un petit sourire en coin, elle affirme qu'elle n'a rien fait. Rien, si ce n'est d'avoir permis à cet homme aux cheveux blancs de réaliser son désir. Selon elle, il est tellement amoureux de la comédie qu'il veut jouer pour toujours. Il était certain que c'était son rêve, le but de sa vie, et en voyant sa détermination et son dévouement, la femme a décidé d'exaucer son vœu. La femme a décidé de réaliser son souhait. En entendant cela, l'homme se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur. Il tente immédiatement de se tordre le cou, craignant le pire. Mais la femme lui dit de se détendre. Affirmant que les marques de morsure sont déjà guéries. Elle déclare alors que cet homme est un vampire, et l'homme lui-même révèle les marques qu'il porte au cou. Et les crocs de vampire qu'il a acquis, il commence soudain à avoir des flashbacks de la nuit précédente. Par petites touches, il commence à se souvenir de la conversation qu'il a eue avec cette prétendue vampire. Hier soir, il discutait avec elle, lui expliquant que le métier d'acteur est magique. Il exprime comment il peut vivre la vie d'autres personnes, leurs émotions et leurs sentiments, tout en jouant un personnage spécifique, affirmant que la raison pour laquelle il vit est le frisson. Alors que la femme écoute en silence ses désirs et son amour pour la comédie, elle commence à sourire. Soudain, elle lui demande s'il aimerait continuer à jouer pour toujours, mais il prend cela à la rigolade, prétendant que, bien sûr, personne ne peut jouer pour l'éternité. Mais la femme ne semble pas plaisanter. Elle lui dit qu'elle n'en est pas très sûre. Lentement, elle se rapproche de lui, lui disant de la regarder dans les yeux. Cela nous ramène au présent, où l'homme est visiblement terrifié. Alors qu'il tremble de peur, il est désemparé après avoir appris que cette femme lui parlait directement dans sa tête, commentant la façon dont elle parlait sans bouger les lèvres. La femme lui répond que c'est l'un des avantages d'être un vampire. Pourquoi effrayer ou blesser sa proie alors qu'une conversation télépathique peut faire le travail plus facilement et plus rapidement? D'un autre côté, l'homme commence à sentir et à remarquer la différence entre son état actuel et son état antérieur. Son cœur ne bat pas, il n'a ni chaud ni froid. Au contraire, il ne sent plus rien. Cela le rend furieux et il demande ce que cette femme ne lui fait pas, mais elle se contente de lui dire que tout ira bien. Elle dit à l'homme, qui est finalement présenté comme Nicolas, qu'elle sera à ses côtés dès que le changement sera important, mais Nicolas ne veut rien entendre. La traitant de monstre obsédé, il la juge responsable d'avoir gâché sa vie. Soudain, une silhouette apparaît derrière lui. Il s'agit d'un autre vampire du nom de Kali, qui poignarde Nicolas dans la chaleur et le laisse se vider de son sang. Elle se dirige ensuite vers Elsie, et commence à critiquer ses actions. Elle demande pourquoi Elsie a utilisé ses pouvoirs pour transformer ce célèbre mortel en vampire, alors que Kali l'a amené à rencontrer son actrice préférée. Elle demande à Elsie pourquoi elle a utilisé ses pouvoirs pour transformer ce célèbre mortel en vampire, elle condamne Elsie, lui demandant pourquoi elle ferait une telle chose une fois de plus. Mais bien sûr, elle utilise son charme féminin et ses yeux de chiot triste pour s'accommoder de la situation. La voyant triste, Kali la caresse sur la tête, lui disant qu'un cœur poignardé n'est pas suffisant pour qu'un vampire s'en aille, comme elle pourrait le faire maintenant. Cependant, cela les a mis dans un sacré pétrin. Selon lui, Elsie est sous la responsabilité d'un autre vampire du nom d'Eugène. À cause de ses actions, ils ont maintenant deux problèmes majeurs à gérer, le déchaînement d'Eugène et la discipline d'Agoros à l'égard d'un autre vampire.
Elsie n'est pas sûre qu'il devrait appeler Agoras tout de suite, se demandant ce qu'il pourrait bien lui dire. Mais Callie affirme que c'est la meilleure chose à faire. Si elle retarde encore les choses, les conséquences seront plus graves et, de plus, il vaut mieux obtenir des conseils sur CE qu'il faut faire avant que Eugene ne l'apprenne. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre en claquant. Par derrière, la silhouette d'un homme apparaît qui semble avoir donné un coup de pied dans la porte. La porte s'ouvre et c'est Eugene qui apparaît. Une fois à l'intérieur, il espère qu'Elsie est satisfaite de sa visite pour rencontrer son acteur préféré. Cependant, en y regardant de plus près, il commence à sentir l'odeur persistante du vampirisme sur Nicolas. Il s'en rend compte. Il décide de s'occuper rapidement de la situation et de découvrir ce qui se passe. Déterminé, il sort son arme et s'apprête à attaquer Nicolas. Mais Elsie s'interpose, utilisant son corps comme bouclier pour le protéger. De plus, Callie intervient également, utilisant son épée pour arrêter l'élan de Eugene. Voyant cela, Eugen devient furieux, se demandant comment une servante ose remettre en question sa décision, et annonce qu'il serait plus facile de se débarrasser de cette irrégularité. Mais Callie refuse cette idée, affirmant que Eugene agit de façon imprudente et que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. De plus, elle révèle qu'il a déjà appelé Agora. Enfin, la relation entre eux tous est révélée. On apprend qu'Agoras est le père d'Elsie et que Eugene et Elsie sont fiancés, ce qui fait d'Agoras le beau-père de Eugen. De plus, Callie est le serviteur d'Agoras et d'Elsie par extension. En l'entendant dire cela, Eugene n'a d'autre choix que de rengainer son épée. Essayant de cacher sa rage, il affirme qu'il écoutera ce que son beau-père a à dire sur les caprices de sa fiancée. La tension retombe alors un peu. Cependant, Elsie continue de fixer Eugene du regard et Agoras finit par ramasser l'épée. Téléphone. En répondant, le patriarche s'étonne de l'appel de Callie, estimant qu'il doit s'agir de quelque chose d'important. Callie lui explique alors ce qui s'est passé. Elsie est passée du statut de mortelle à celui de vampire et, pour l'instant, elle a été neutralisée. En entendant cela, Agoras se tait momentanément, contemplant probablement à quel point sa fille peut être stupide. Néanmoins, il ordonne à Callie d'amener ce vampire nouveau-né au manoir Attonman, en y laissant le pieu planté dans son cœur. De plus, il demande à Callie d'appeler un capitaine pour les escorter. En effet, le sang d'Elsie possède d'étranges pouvoirs. De plus, comme ce mortel était célèbre, sa disparition va faire du bruit, mais ils pourront faire face à tout ce qui se présentera sur leur territoire. De plus, Agoras annonce que le garçon sera autorisé à vivre s'il coopère et que Callie accepte ses ordres. Lui demandant de veiller à la sécurité de sa fille et de surveiller les agissements de Eugene, Agoras décide de se rendre au manoir Attonman. Agoros met fin à l'appel et Callie transmet les ordres de son maître aux autres. Cependant, Eugene n'est pas satisfait du résultat. Il estime que ce voyou irrégulier n'est pas digne d'une telle attention. Mais Callie le menace en lui demandant si Eugene veut vraiment aller à l'encontre de la parole du patriarche Agoros. Eugene hésite alors à faire marche arrière. Pendant ce temps, Elsie accueille Nicolas dans le monde des morts. Après un certain temps, Nicolas se réveille enfin de son sommeil. Il se retrouve dans un endroit inconnu, avec Callie à ses côtés. Alors qu'il observe son environnement, il voit Callie nettoyer sa lame d'un air sinistre. Depuis que Nicolas s'est enfin ressaisi, il jette un coup d'œil à sa poitrine, il jette un coup d'œil à son torse, qui a été transpercé autant qu'il s'en souvienne. La blessure semble avoir complètement guéri. Cela choque Nicolas, mais Callie lui dit de ne pas s'inquiéter. Il s'habituera bientôt à ces changements. Sur ce, Nicolas commence enfin à poser ses questions. Il demande à Callie qui elle est et ce qu'elle lui a fait, et Callie se présente comme sa nounou du jour. De plus, après avoir rengainé son épée, il donne ensuite à l'ancien acteur des vêtements de rechange, affirmant qu'il serait préférable pour lui de prendre les expériences récentes qu'il a endurées comme une occasion opportunité de grandir. Mais Nicolas a encore d'autres questions, comme celle de savoir où il se trouve. Callie lui répond qu'ils se trouvent actuellement dans le manoir Attonman, c'est eux qui laissent Nicolas sans voix. Il est révélé que les Attonman sont la famille la plus riche d'Einchester, mais qu'en réalité, ils sont bien loin de la façade qu'ils affichent pour le monde des mortels, comme Nicolas va bientôt s'en rendre compte. Nicolas a enfin le temps de se rendre compte de la réalité. Tout ce qui s'est passé est vrai. Il demande quel est le nom de la folle qui est à l'origine de tout ce gâchis et apprend qu'elle s'appelle Elsie. Mais ce n'est pas tout. Callie affirme que tout sera bientôt expliqué.
Pendant ce temps, quelque part dans le monde, il y a une femme qui s'appelle Elsie. Le manoir. Elsie est confrontée aux conséquences de ses actes face à son père, le patriarche Agoros lui-même. Elle est visiblement terrifiée. Agoros affirme que sa fille a beaucoup de comptes à rendre. Bien qu'il l'ait généreusement autorisée à participer à un événement mortel banal, elle lui a rendu sa confiance en s'éloignant et en transformant un humain. Nicolas se change et suit Kali et Eugène jusqu'à une magnifique porte menant à la salle du trône. Là, Kali lui dit de ne pas entrer tant qu'il n'y est pas invité. À la porte, Nicolas réfléchit encore à sa situation. Il n'arrive pas à se faire à l'idée de tout ce qui se passe. Jamais de sa vie il ne s'est senti aussi petit et inutile. Ce n'est pas seulement l'immoralité des vampires et leur super pouvoir, c'est surtout Eugène. On voit qu'avant de venir ici, Eugène et Nicolas ont parlé face à face pendant un certain temps, mais Eugène semble très hostile à ce nouveau-né. Agoras finit par l'inviter à se rendre dans la salle du trône, où il entre pour rencontrer l'illustre patriarche de la maison couronnée de Hattinman et seigneur d'Einchester, Agora Hattinman. Lorsqu'ils entrent, Eugène s'incline immédiatement et présente ses salutations au seigneur. Mais Nicolas ne semble pas très enthousiaste à l'idée de sucer le derrière de ce type. Même Eugène critique son action, lui dit de saluer le patriarche et lui demande s'il n'a pas de bonne manière, mais Nicolas refuse. Au lieu de cela, il a un meilleur plan en tête, selon lui, pour être apprécié par un noble. Il faut lui apporter quelque chose de vraiment précieux. Mais il n'a pas vraiment quelque chose de précieux pour le chef d'une société de vampires. C'est pourquoi, aussi élégamment qu'il le peut, il s'avance et offre ses salutations et son respect à la maison Hattinman. De plus, il le présente formellement et remercie Agoras de l'avoir invité en ces lieux. Sa première impression semble bien passer, du moins auprès d'Elsie, qui s'empresse de le saluer. Commence à l'aduler. Mais Agoros est lui aussi impressionné par sa présentation. Il affirme que Nicolas est à la hauteur des histoires que lui raconte sa fille et s'excuse qu'il n'ait pas pu se rencontrer dans des circonstances plus agréables. Il affirme que cette situation désastreuse est due à l'irresponsabilité d'Elsie. Elsie, son enfant, et la négligence de ceux qui étaient chargés de la protéger. Néanmoins, dans tout ce désordre, Nicolas est celui qui n'a pas le choix. Pour cette raison, il est désormais dans l'intérêt d'Agoros de trouver une place pour Nicolas dans leur société et de lui apprendre ce que signifie vraiment être un vampire. Pourquoi? Ce Nicolas lève la tête et fixe le seigneur tandis qu'Elsie lui fait gentiment signe de la main. Mais Eugène s'oppose à cette approche. Il prétend qu'il s'agit d'un simple vampire irrégulier lié à la famille d'Agoros, mais le patriarche lui-même le fait taire, lui demandant s'il ose remettre en cause son autorité. Il affirme que c'est le lien avec sa famille qui l'oblige à prendre position. Prendre cette mesure, mais ce n'est pas tout. Eugène a rendu un bien mauvais service à Elsie en ne prenant pas son parti dans une situation aussi problématique. Bien qu'il ne fasse pas partie de la famille Hattonman, Agoras ne peut pas discipliner Eugène lui-même. Il lui dit que ses actes ont été rapportés à son patriarche respectif. Entendant cela, Eugène se tourne vers Elsie pour lui demander de l'aide. Mais elle tourne la tête, refusant même de le regarder. Cela met Eugène en colère et il quitte rapidement la pièce. Nicolas apprend également pour la première fois qu'Eugène et Elsie sont fiancés. Alors qu'Eugène s'en va, Agoras tourne son attention vers Nicolas. Il annonce que la tradition veut qu'un vampire qui vient d'être transformé ait le droit de prouver qu'il est digne de sa place dans notre société. En même temps, il confie à un responsable, son géniteur, la responsabilité de l'initier à leur culture. Elsie est ravie et se met à sourire en entendant cela. En outre, le patriarche charge également Kali de s'assurer que Nicolas, il les congédie tous en affirmant que Nicolas a désormais le soutien total de sa maison et le trio s'en va. Agora reste alors seul dans la pièce et s'adosse à son trône. Mais il n'est pas seul et soudain, une voix se fait entendre, révélant qu'ils sont dans une situation difficile à cause d'Elsie. Derrière Agoras apparaît une silhouette obscure qui s'attendait déjà à ce que Nicolas accepte, et ce n'est pas comme si le garçon avait un autre choix. De plus, cet homme complimente Agoras en affirmant qu'il est un bon orateur. Mais selon lui, il est un peu dur avec Eugène, apparemment le fils de cet homme. Il demande à Agoras d'être indulgent envers lui, car son mariage est motivé par des raisons politiques et non par l'amour. Mais Agoras refuse en déclarant que cela n'a rien à voir avec la relation entre lui et la fille du patriarche.
Au lieu de cela, il annonce que toute petite graine d'irrespect doit être détruite, avant qu'il ne se transforme en défi. Quoi qu'il en soit, cet homme recommence à parler. Il dit à Agoras que lorsqu'il l'a entendu pour la première fois, il n'a presque pas pu croire au scénario. Le sang d'Elisa, le sang de la maison perdue du nom de Nodvean, n'est pas imprégné dans la veine d'un nom. Soudain, l'homme se transforme en une brume noire, apparaissant d'un autre côté du trône où il se tenait à l'origine. Redevenu homme, il se sent flatté d'être le seul à qui Agoras décide de se confier. Mais Agoras affirme qu'il y a une raison simple à cela. Il sait que rien ne peut être caché aux yeux d'Oril, le patriarche de la maison Clavelis. De leur côté, Kali, Elisa et Agoras reviennent de la salle des épines. Là, Nicolas commence à réfléchir tout seul. Il se dit que bien sûr, il a accepté puisqu'il n'avait pas d'autre choix pour le moment. Pour lui, tout va trop vite. Et il n'arrive pas à se faire une raison, mais malgré tout, il espère toujours qu'il existe un moyen pour lui de retrouver son ancienne vie. Alors qu'il marche, Élise intervient dans son processus de réflexion. Lui demande s'il va bien, mais bien sûr, Nicolas est furieux. Il se retourne pour la regarder d'un œil plein de rage, proclamant comment elle peut lui demander une telle chose après tout, ce qu'elle lui a fait subir. Elle a transformé cet acteur célèbre en mort-vivant, lui arrachant tout ce à quoi il avait travaillé si dur pour arriver à ce qu'il a fait jusqu'à présent. Elle a anéanti tout ce qu'il a fait en une seule nuit. Le voyant en colère, Élise est ébranlée, affirmant qu'elle n'avait pas l'intention que les choses se passent ainsi. Mais bien sûr, celui qui a perdu toute sa vie ne se contente pas d'une telle réponse. Dans le feu de l'action, il commence à lui montrer les crocs, en lui demandant comment cela devait se passer. Soudain, Kelly intervient. Elle dit à Nicolas de ranger ses crocs, à moins que la sensation de la lame froide de Kelly dans son cœur ne lui manque. Elle annonce que, comme Agoras l'a déjà mentionné, la responsabilité de cette situation incombe à toute la famille Attonman et qu'à ce titre, ils sont tous ici pour l'aider. En entendant sa menace et se rappelant l'expérience d'avoir été poignardé en plein cœur, Nicolas se calme un peu, ce qui amène Kali à le réconforter. Il est clair que Nicolas a du mal à contrôler sa nouvelle nature de père Kali et Nicolas est d'accord, car ce n'est pas une chose à laquelle on peut se préparer. C'est pourquoi Kali lui dit qu'ils vont s'entraîner. Même s'il n'était pas préparé en tant que mortel, l'acteur est maintenant prêt à supporter l'entraînement des vampires. Kali lui explique que les vampires ne sont pas de simples humains dotés de super-pouvoirs, mais qu'ils ont une existence supérieure à celle des humains à tout point de vue. La première étape est d'être fort et résistant. Et il affirme que chaque vampire possède un don ou un pouvoir particulier. En entendant cela, Nicolas se tourne vers Alice et lui demande si la fois où elle l'a contacté lors de l'événement cinématographique, l'utilisation des pensées était son pouvoir. Elle le confirme en déclarant qu'elle peut entendre et projeter des pensées. Parfois, elle peut même influencer les émotions de ses victimes. Si elle s'y efforce vraiment. Mais cela ne fait qu'accroître sa colère, car il l'accuse de le manipuler. Mais Kali l'arrête en lui annonçant que la plupart des gens ne peuvent pas être changés. Ils doivent accepter la réalité telle qu'elle estimate de plus, comme le soleil est sur le point de se lever. Il dit à Nicolas de se préparer à son premier repos en tant que vampire, révélant que ce n'est pas si semblable au sommeil d'un humain. Les rêves sont bizarres et vifs. Espérant qu'ils ne sont pas désagréables, il tente d'apaiser ce nouveau-né en lui disant qu'ils pourront même en discuter le matin s'ils le souhaitent. Résultat, Kali dépose finalement Nicolas dans son nouveau logement en lui disant de se reposer, car une longue nuit l'attend. Nicolas va donc se coucher et se rend vite compte de ce que Kali voulait dire en parlant de rêves qui devenaient bizarres et vifs. Pendant son sommeil, il rêve qu'il écrit sur une feuille de papier dont l'encre est du sang. « Qui suis-je » demande le papier. Soudain, une autre paire de mains apparaît, d'une silhouette blanche d'Elsie. Nicolas se réveille alors de son sommeil, surpris par ce qu'il a rêvé. Pourtant, dès son réveil, il a l'impression que tout est clair. Tous les souvenirs de son rêve s'effacent de son esprit. De plus, il entend une voix à ses côtés. Lorsqu'il cherche à savoir à qui elle appartient, il trouve Elsie à son chevet, attendant son réveil. Alors qu'elle lui souhaite le bonjour, Nicolas est choqué par sa présence et lui demande si elle ne se lasse pas de le traquer en permanence. Il lui demande ce qu'elle veut maintenant et apprend qu'elle lui a apporté de la nourriture. Bien qu'Elsie affirme avoir frappé à la porte, Nicolas était profondément endormi et n'a pas répondu, ce qui l'a amené à entrer seul. De plus, elle a essayé de le réveiller doucement, mais une fois de plus, il ne s'est pas réveillé.
Elsie lui répond que c'est la première fois qu'il mange et qu'elle voulait s'assurer qu'il mangeait bien. Tout à coup, la nourriture dont elle parle est révélée. Il s'agit d'une coupe de sang, ce qui dégoûte Nicolas. Il annonce qu'il ne boira pas de sang et que personne ne peut le forcer, mais malgré tout, son corps est tout à fait honnête et commence à gronder. De plus, Callie est également présente dans la pièce. En entendant les remarques de Nicolas sur l'alimentation, il estime que la gentillesse d'Elsie est gaspillée pour un ingrat comme lui. Elle a eu la gentillesse de lui apporter de la nourriture dans son lit, mais il préfère mourir de faim. Ce qui fait dire à Callie qu'il aurait plutôt traîné Nicolas jusqu'à la salle à manger. Cependant, en voyant Kai dans sa chambre également, il se demande si les vampires ont vraiment besoin d'être invités pour entrer dans une pièce, et si ces monstres connaissent la notion d'intimité. Mais Callie refuse de faire sa déclaration. Elle annonce que la survie de Nicolas dépend de Callie et d'Elsie qui le guideront dans sa nouvelle vie, qu'il le veuille ou non. Mais Nicolas demande « Et s'il ne veut pas vivre dans l'ombre de la nuit comme un monstre ?» Les choses commencent à s'envenimer entre les deux, mais Élise intervient, s'interposant entre eux. Elle leur demande d'arrêter et commence à s'excuser auprès de Nicolas. Elle reconnaît qu'elle a agi égoïstement et qu'elle a transformé le souhait de Nicolas de vivre éternellement en son propre désir, et elle affirme qu'elle s'excusera autant de fois que nécessaire. Elle sait que son acteur préféré n'a pas demandé ce genre de vie, mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien que personne ne puisse faire. Elle promet qu'elle fera tout ce qu'il faut pour se rattraper auprès de Nicolas après la poussière causée par cette tempête. C'est réglé, mais pour l'instant, Nicolas doit boire le sang. Selon Elsie, les vampires ont besoin de boire du sang chaque nuit, sinon ils deviennent agressifs. Ne voulant pas que Nicolas perde la faim et ne devienne pas le monstre qu'il déteste, il doit boire le sang. De boire le sang. De plus, s'il refuse de boire, cela ne fera que donner à ceux qui lui sont hostiles une raison supplémentaire de le tuer. Elsie lui présente donc la coupe et lui dit de boire. De son côté, Eugène est dans sa chambre. Il semble furieux que Nicolas ait été épargné. Non seulement il est irrégulier, mais il est aussi le fils d'Elsie, et, à cause de l'implication du patriarche Agoras, il est incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet, il est incapable de faire quoi que ce soit à ce fils de pistolet aux cheveux blancs. Au fur et à mesure qu'il se souvient de l'époque de la salle du trône, il devient de plus en plus furieux. Il condamne le patriarche et espère qu'il mourra. Alors qu'il jette sa cravate dans un accès de rage, condamnant tout et tout le monde, tout à coup, son père apparaît de nulle part. Son père surgit de nulle part. Il annonce que la rage ne convient pas aux membres de la maison Clavelin. Son apparition surprend Eugène, tandis que son père continue à donner des conseils à son fils. Il affirme qu'une main bien jouée sera toujours plus efficace qu'un poing fermé, et lui dit de boire. À utiliser l'information plutôt que la colère. C'est la voix de la maison Clavelis. Il se rapproche ainsi de son père, en précisant que si Eugène veut tirer le rideau sur l'histoire de ce pauvre acteur, il doit écouter très attentivement tout ce qu'il dit. Eugène est très attentif à chaque mot qui sort de la bouche de son père, assis sur le bord de son siège. Revenons à Nicolas qui, à ce moment-là, a fini par boire la journée. Bien que ce soit désagréable maintenant, Élise affirme que si les vampires ont faim, ils ont envie d'attaquer, et si cela se produit, le vampire en question est immédiatement condamné à mort, même s'il finit par retrouver sa rationalité. C'est ainsi que commence la vie quotidienne de Nicolas en tant que vampire, malgré tout, ce qu'Elsie lui a fait. Et tout le chagrin qu'elle lui a causé, elle semble toujours se soucier sincèrement de lui. Alors que Nicolas commence sa journée, Callie commence à l'entraîner chaque jour. Callie commence à l'entraîner chaque jour. Selon lui, un vampire doit s'entraîner afin d'affiner son sang et son pouvoir. Affirmant que tous les vampires savent se défendre et que la faiblesse n'est pas permise chez les prédateurs. De plus, il révèle que le sang frais est toujours une cible facile. Parallèlement à son entraînement, Nicolas suit les cours d'Elsie, son mentor, qui lui apprend tout sur la société vampirique, les maisons, les titres et les grands noms du cercle. Les maisons, les titres et les grands noms du cercle. Un jour, alors qu'Elsie fait son travail, elle remarque que Nicolas a déjà appris les choses qu'elle lui a enseignées, commentant que les autres mettent des semaines à le faire. Je suppose que ce n'est pas si différent de mémoriser des lignes. Au fil des jours, Nicolas commence à comprendre l'enthousiasme avec lequel Elsie l'aide. Au début, elle ne faisait que s'excuser, mais après qu'il lui a demandé d'arrêter, ils ont commencé à avoir une longue et agréable conversation. Même Agoras le salue gentiment, bien que son regard soit toujours un peu froid. Mais il y a une chose dont il est le plus reconnaissant, c'est de ne pas être tombé sur Eugène, et c'est,
À son avis, c'est mieux. Cependant, il apprend que son équipe de production est toujours à sa recherche par le biais de la télévision. En apprenant cela, Nicolas décide de s'échapper d'une manière ou d'une autre de cet endroit, mais pour l'instant, c'est impossible. Néanmoins, s'il parvient à gagner la confiance du vampire, il pourra peut-être trouver un moyen de s'échapper. Un jour, alors que ses pensées se bousculent dans sa tête, Elsie, qui est en train de lui enseigner, lui demande à quoi il pense. Il s'aperçoit alors qu'Elsie a promis de ne plus jamais lire dans ses pensées, ce qui rappelle à Nicolas qu'il doit garder le contrôle de ses pensées lorsqu'il est en compagnie d'Elsie. Peu après, ils terminent leur leçon sur Elsie. Nicolas, pensant qu'il doit être fatigué à cause de toutes les études et formations récentes, suggère qu'ils aillent se promener dans les jardins du manoir, ce qu'il accepte. Il se dirige donc vers la porte et l'ouvre, découvrant qu'Eugène les attend de l'autre côté. En le voyant, Elsie est visiblement déconcertée et sursaute, mais elle parvient à garder son calme. L'attitude d'Eugène à son égard est normale. Eugène lui présente ses plus plates excuses pour ses mots durs et son attitude désinvolte, reconnaissant qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il agisse de manière aussi effrontée. Il s'approche d'elle et lui prend le bras. Elsie lui répond que ce n'est pas grave car c'est elle qui a créé tout ce désordre. Mais Eugène refuse de laisser cet incident passer si facilement. Il affirme qu'en tant que fiancé, il doit assurer la sécurité d'Elsie, quelles que soient les circonstances. Il se met face à elle et la fixe intensément, ce qui fait rougir Elsie, avant de reporter son attention sur Nicolas, qui se tient juste à côté d'elle. Eugène s'excuse également auprès de Nicolas d'avoir essayé de le tuer plus tôt. Il annonce qu'il n'y a aucune excuse pour son comportement et exprime son désir d'essayer d'améliorer les choses entre eux deux. Il tend la main à Nicolas, qui décide de lui donner une chance. Nicolas déclare qu'il ne veut pas se créer d'ennemis sur un malentendu et se réjouit de faire la connaissance d'Eugène. Dans son esprit, Nicolas semble se méfier, mais il réfléchit au changement d'attitude d'Eugène et se demande ce qui a pu le provoquer. Il en conclut que le patriarche a dû finir par l'engueuler. Il se serre la main. En signe de bonne volonté, Eugène prend des billets pour un événement. Ces invitations sont pour le petit événement que la maison Balcaster a organisé pour les vampires de haut rang. De plus, Eugène a apporté suffisamment de billets pour eux trois. En voyant ces billets, Elsie est surprise. Elle affirme que les invitations pour cet événement sont incroyablement difficiles à obtenir, ce qui l'amène à demander s'il les a vraiment apportés pour elle et Nicolas. Eugène le confirme, affirmant que les actes sont plus éloquents que les paroles. Il remet donc ses invitations à Nicolas, lui annonçant que c'est une excellente occasion pour eux de présenter Nicolas à la haute société vampirique. Elsie pense que c'est une excellente idée, fait l'éloge d'Eugène. Bien que Nicolas remercie Eugène pour le billet, il lui demande si sa maison a dû tirer quelques ficelles pour qu'il mette la main dessus. Mais Eugène refuse, affirmant que tout cela est le fruit de ses propres efforts. Dans leurs esprits respectifs, l'un envers l'autre, Eugène pense que Nicolas le provoque. Nicolas comprend que ce ver prépare quelque chose, mais ne se laissera pas faire si facilement. Quoi qu'il en soit, Elsie ne peut pas être plus excitée. Elle annonce qu'elle devra aussi en parler à Cali, car elle n'est pas très à l'aise avec les événements formels. Cali est son garde du corps. De toute évidence, cette invitation couvre la sécurité de la personne, mais Elsie se demande où se trouve Cali, pensant qu'elle serait avec elle. Ailleurs, Agoros s'entretient avec Cali dans la salle du trône. Le patriarche explique que le sang de la maison perdue Noven coule en Elsie. L'origine de son sang doit être gardée secrète afin de la protéger, afin d'empêcher l'éveil de pouvoirs terribles et incontrôlables. Cependant, maintenant qu'elle a transmis le sang Noven à un autre, ils devront surveiller Nicolas de près, sinon les conséquences pourraient être terribles. C'est pourquoi il désigne Cali comme gardienne entre CS2-là et le reste du monde des vampires, bien qu'ils soient tous deux conscients de la menace qui pèse sur la sécurité. La priorité est Elsie. Cependant, Cali doit également protéger Nicolas du danger avec la plus grande discrétion. Agora place ainsi sa confiance en Cali, en lui disant de ne pas lui faire regretter sa décision et de maintenir la confiance qu'il a placée en elle. Il donne ensuite d'autres instructions à Cali, lui annonçant que si Nicolas montre des signes d'anormalité ou pose trop de questions, elle doit l'en informer. Elle devra l'en informer. De plus, il l'autorise à prendre des mesures drastiques si elle estime que la situation l'exige et promet au patriarche sa loyauté, et sa lame au patriarche en réponse. C'est ainsi qu'elle se rend plus tard à la bibliothèque.
où l'on voit Elsie et Nicolas en train d'étudier. Elsie lui enseigne avec enthousiasme les différentes familles de vampires et leurs branches. Elle l'interroge également sur les noms des patriarches et d'autres détails. Cependant, Callie, qui les attendait en silence, leur demande de se dépêcher car ils sont déjà en retard pour l'entraînement. Ils doivent également acheter 4 malwares aujourd'hui, ce qui leur laisse encore moins de temps pour s'entraîner. En entendant cela, Elsie décide de poser une dernière question. Alors que le cerveau de Nicolas est submergé par toutes les études, en parcourant le manuel, il remarque quelque chose d'étrange. Il remarque quelque chose de particulier. Appelant Elsie Lee, il s'enquiert de l'emblème familial représentant un crâne et une chaîne. Il affirme avoir vu ce symbole dans d'autres livres et lui demande à quelle famille il appartient, mais Elsie est incapable de répondre. Elle rougit lorsque Nicolas appelle sa liste et devient nerveuse. De ce fait, elle commence à débiter ses mots. Callie lui dit alors qu'il appartient à la maison Charven, une maison bannie depuis plus d'un siècle. Finalement, Elsie reprend le contrôle de ses émotions et explique qu'elle a choisi cette famille pour le dernier sujet parce que, bien que les manuels modernes mentionnent leur nom, ils ne contiennent pas leur histoire. Cela intrigue Nicolas, qui se demande si une maison peut être interdite. Elsie explique que, même si c'est rare, cela arrive. La maison Charven étudiait la nécromancie à la recherche de l'immortalité. C'est pourquoi ils ont commencé à réaliser des expériences de plus en plus horribles au fil du temps. Les choses ont fini par aller trop loin, au point que la maison Charven a commencé à menacer les humains et les vampires. En conséquence, les autres grandes maisons décidèrent d'écarter les Charven du pouvoir et de la richesse afin de protéger tout le monde. C'est ainsi qu'ils ont été dispersés en dehors de la ville. De plus, elle affirme que c'est aussi quelque chose d'important à savoir. Même si personne ne veut en parler, cela fait partie de l'histoire des vampires. Alors qu'elle exprime ses pensées, Nicolas se met à la fixer intensément, s'assurant qu'elle n'est pas au courant. Ce qui fait rougir Elsie encore plus. Cependant, Callie les interrompt bientôt, déclarant qu'ils ont de nombreuses courses à faire et qu'ils ne peuvent pas perdre de temps à contempler leur âme. Nicolas réalise alors ce qu'il faisait et devient embarrassé, se demandant ce qui a bien pu lui arriver pour voir sa ravisseuse sous un tel jour. De son côté, Elsie est embarrassée, car c'est la première fois que Nicolas la dévisage de la sorte. Il quitte donc la bibliothèque pour aller acheter des vêtements de soirée. Là, Elsie se demande si elle ne devrait pas acheter un fleuret d'escrime de cérémonie. Mais Callie ne pense pas que ce soit une bonne idée. Comme il n'est pas garde du corps, cela attirerait l'attention, ce que Nicolas veut éviter à tout prix. Malgré cela, Elsie pense que c'est dommage, car il serait encore plus élégant que d'habitude. En disant cela, son visage exprime des émotions douces et elle sourit doucement. Voyant son expression, Nicolas se remet à la regarder fixement. Plus tard dans la journée, Callie et Nicolas commencent leur entraînement. Tandis qu'Eugène et Elsie les observent depuis la ligne de touche, le duo commence à s'entraîner et Nicole semble avoir quelques problèmes. Il est dans une impasse et n'a aucun moyen de vaincre son adversaire. Il tente de parer l'attaque de Callie, mais celle-ci se retourne contre lui. Elle le fait trébucher, le rendant utile alors qu'il tombe et remporte le duel. Bien sûr, Nicolas qualifie cette tactique d'injuste, mais son professeur annonce que tout le monde s'en moque. L'équité arrêtera-t-elle vraiment un agresseur qui en veut à la vie de Nicolas? Tandis que Callie l'aide à se relever, Eugène complimente l'entraînement de loin. Tandis que Nicolas prend le compliment de façon un peu passive-agressive, Callie affirme que les progrès réalisés par Nicolas en si peu de temps pourraient signifier qu'il sera bientôt en mesure de le prouver en défiant Eugène. La séance d'entraînement prend fin et Elsie se lève avec enthousiasme. Demande s'il devrait maintenant aller faire des courses, mais Eugène l'en empêche. Il affirme qu'il s'est déjà préparé, annonçant que les meilleures boutiques de Yanchester les attendent. Il veut aider Nicolas à se détendre en lui donnant une bouffée d'air frais. Il affirme que cette ville devient éblouissante ce soir et Nicolas est d'accord avec ce changement de rythme. Mais il a des pensées très inquiétantes à ce sujet. Il voit même une silhouette fantomatique d'Orville se profiler au-dessus d'Eugène, mais malgré tout, ils sortent. Et c'est ainsi qu'ils se rendent au centre commercial, grâce à Eugène qui leur a déjà préparé une escorte. De plus, il a déjà choisi tous les endroits. Cependant, tout cela inquiète Callie qui observe silencieusement tout ce qui se passe en ce moment. Néanmoins, il ne peut plus ignorer la situation. Eugène agissant bizarrement et juge nécessaire qu'elle se présente à un Goros. Quoi qu'il en soit, ils commencent tous à faire leurs courses et avant même de s'en rendre compte, ils ont terminé. Là, Nicolas se dit qu'il aurait pu s'échapper pendant qu'il se promenait tranquillement dans la ville si Callie ne l'avait pas surveillé en permanence.
Il se demande comment, bien que la ville ait commencé à être assez grande, personne ne l'a reconnu, pensant que tous les employés doivent également faire partie de la société des vampires. Alors que ses pensées se bousculent dans sa tête, il se demande s'il pourra un jour s'échapper de cet endroit. Cependant, son flot de pensées déprimantes est interrompu. Par l'arrivée d'Eugène et d'Elsie. On voit que la bande est déjà présente à l'événement. À son arrivée, Elsie commence à jeter un coup d'œil à Nicolas, rougissant un peu en le voyant en tenue de soirée. Mais bien sûr, son fiancé n'a pas l'air très heureux de leur alchimie. Quoi qu'il en soit, il commence à expliquer le déroulement de cet événement. Il annonce qu'ils doivent d'abord rendre visite au patriarche et le saluer, en demandant à Nicolas d'agir en conséquence, et ils commencent à se rendre dans la salle de bal. Alors qu'ils marchent, on voit Nicolas irrité par tout ce remue-ménage autour des apparences, déclarant que c'est presque comme si tout le monde avait l'impression d'être en retard. Avait un rôle à jouer. Le garde du corps auquel les dames ont assisté et le couple parfait, j'ai fait en sorte que chacun agisse selon son rôle, comme un théâtre à sa manière. Ils finissent par atteindre la salle de bal où de nombreuses personnes semblent être présentes. On y voit même Orville et Agoras. Peu après, le présentateur appelle l'hôte, le patriarche Dre Blanchester en personne, qui apparaît pour s'adresser à la foule. Eugenia et Elsie se présentent alors au chef de la maison Blanchester, qui se réjouit de voir les jeunes générations participer à cet événement. Elsie présente également son accompagnatrice, Callie, la Giardia du corps, et Nicolas, son escorte. Les accompagnateurs s'inclinent à leur tour pour saluer le patriarche. En voyant Nicolas, Dre commence à sourire un peu. Il annonce qu'il est heureux de voir un visage lumineux ici et qu'il espère que ce nouveau-né passera une bonne soirée. Lentement, le patriarche s'approche de lui. Mais Nicolas n'a aucune idée de la façon dont il pourrait mettre fin à la conversation. Divertir ce seigneur. Le voyant en difficulté, Elsie décide d'intervenir. Elle prétend que son fiancé veut se ranger à l'avis du patriarche en disant à Nicolas d'arrêter poliment de gaspiller le temps du seigneur et de l'accompagner boire un verre à la place. Bien entendu, l'ancien acteur saisit l'occasion et se précipite aux côtés d'Elsie. Après avoir remercié Dre pour l'intérêt qu'il lui porte, il affirme qu'il doit s'acquitter de ses obligations et qu'il doit partir. Le patriarche lui dit également de se dépêcher de partir, affirmant qu'il ne le retiendra pas plus longtemps. Eugène intervient alors, engageant la conversation avec le seigneur de la maison Blanchester. Pendant qu'ils discutent, Agoras les observe de loin, tandis que Dre a l'air de s'ennuyer à mourir après avoir discuté avec Eugène. Alors qu'Elsie et Nicolas s'éloignent, Agoras fait soudain signe à Callie. Callie lui demandant de venir lui parler. Elle se retire alors de la surveillance d'Elsie et leur dit qu'Agoras l'appelle. C'est ainsi. Elsie déclare qu'elle sera sur le balcon, demandant à Nicolas si cela constituerait une pause paisible dans cet événement trépidant rempli de gros bonnets, et ils partent tous les deux. Pendant ce temps, Eugène est assis à une table, épuisé. Il y réfléchit, lui qui, bien qu'il ait réussi à distraire Trey, a perdu de vue sa fiancée et Nicolas à cause de cela. Et ce n'est pas tout. Il se demande ce qu'il y a de si spécial dans cet irrégulier pour que tout le monde se mette immédiatement à le vanter. Même le patriarche de la maison Blanchester s'intéresse à lui, ce dont Eugène ne comprend absolument pas la raison. Il commence alors à se servir un verre quand soudain un mot apparaît près de son verre. Surpris, il ouvre ce billet et découvre qu'elle lui dit de se préparer. En voyant ce message, Eugène est un peu désemparé. De leur côté, Elsie et Nicolas discutent sur le balcon. Alors qu'il contemple le ciel nocturne, Nicolas lui demande pourquoi elle a pris le risque d'abandonner Eugène un peu plus tôt. Il lui répond qu'elle a besoin de parler à Nicolas librement et en privé. Elle annonce qu'elle a beaucoup réfléchi ces derniers temps, mais à la façon dont Nicolas veut retrouver son mode de vie. Il ne voulait pas être entraîné dans cette vie, c'est pourquoi elle pense que le laisser s'échapper serait la meilleure chose à faire. De plus, elle veut l'aider à le faire. Ailleurs, Agoras s'entretient avec Callie. Il lui dit de garder un œil sur l'agitation dans le hall, affirmant que tout se passe comme prévu. De plus, il affirme qu'Orville est également présent, bien qu'il ne se soit pas encore manifesté. C'est pourquoi il suggère de limiter les communications directes. Mais tout à coup, leur discussion est interrompue par les cris d'un soldat. Ce soldat a repéré quelqu'un qui n'est pas invité et prétend qu'il ne peut pas entrer sans invitation. Il tente donc d'arrêter l'intrus avant qu'il n'entre. Cependant, cet intrus, qui semble être un homme encapuchonné aux cheveux roux, déclare qu'une invitation
sera le moindre de leurs problèmes.